Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec Decathlon qui propose une expérience sportive et culturelle gratuite à Paris pendant les Jeux. On vous en dit plus en fin de vidéo. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont officiellement débuté ce vendredi 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture sur la scène. Alors on a beaucoup parlé de l'organisation, des épreuves, de la sécurité, mais je voulais aussi qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce que rapportent les Jeux Olympiques à une ville hôte, alors que le MEDEF, le syndicat des patrons, anticipe un impact extrêmement positif des Jeux sur l'économie française. Mais alors, les Jeux sont-ils rentables et est-ce que ça vaut vraiment le coup de les organiser? Salut, c'est Blanche. Exceptionnellement, aujourd'hui, Hugo n'est pas disponible, donc je prends le relais. On est parti pour un nouveau résumé des actualités du jour en une dizaine de minutes. Depuis l'attribution des Jeux Olympiques à la ville de Paris en septembre 2017, le comité d'organisation des JO et les représentants gouvernementaux, dont le président Emmanuel Macron, justifient l'accueil de cet événement en mettant en avant ses retombées économiques sur le pays. Et pour cause, la ville a prévu d'accueillir des millions de touristes, mais aussi 15 000 athlètes et 20 000 journalistes venus du monde entier. Il faut savoir que depuis les années 60, le coût de l'organisation des JO a énormément augmenté à cause du nombre d'athlètes présents et d'événements organisés qui sont devenus de plus en plus importants au fil des années. Alors pour l'instant, on n'arrive pas à chiffrer précisément le coût des JO de Paris, mais le budget est estimé pour le moment à environ 8 milliards d'euros, un montant au-dessus de ce qui avait été annoncé dans le dossier de candidature de Paris. Cependant, c'est important de noter que si on regarde les précédentes éditions, les dépassements de coûts des JO sont quasi systématiques. Selon Christophe Lepetit, chargé d'études économiques au Centre de droit et d'économie du sport interrogé par France 24, ce dépassement est de l'ordre d'environ 15%, donc il correspond plus ou moins à l'inflation, la hausse générale des prix. Et on ne peut pas vraiment parler de dérapage, comme on a pu l'entendre parfois dans certains médias, quand on sait que certaines éditions ont vu leur coût démultiplié. Pour vous donner une idée, les JO de Londres en 2012 ont dépassé leur budget de 6,1 milliards d'euros et ceux de Rio au Brésil en 2016 de 23,5 milliards d'euros. Alors avant de se plonger dans la rentabilité ou non de ces jeux, comment sont-ils financés? Eh bien, les Jeux Olympiques sont financés par deux organisations. Il y a d'abord le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJO, qui s'occupe de la gestion et de la préparation des Jeux et qui dispose d'un budget de 4,4 milliards d'euros. Ce budget provient à 96% de sources privées. Il y a le Comité international olympique, qui est le propriétaire des droits des Jeux, les partenariats nationaux négociés par Paris 2024, donc les sponsors, les licences et enfin la vente des billets. L'autre organisation, c'est la Société de livraison des ouvrages olympiques, Solideo, qui construit les sites nécessaires pour les compétitions et autres événements et qui gère 4,5 milliards d'euros. La moitié de ce budget est financée par des fonds publics, dont 1,2 milliard d'euros proviennent de l'État français, car les infrastructures construites resteront après les Jeux. Les coûts supplémentaires, comme ceux liés à la sécurité par exemple, sont également pris en charge par l'État. Alors justement, est-ce que l'argent dépensé par l'État va être rentabilisé? Eh bien, en avril dernier, Emmanuel Macron déclarait que les 2 milliards d'euros investis par la nation allaient être rentables, car ils seraient pérennisés, puisqu'ils ont été investis dans des logements, des bureaux et des infrastructures de sport par exemple. Il déclarait aussi que cet investissement avait généré 6 milliards d'euros d'activités, faisant travailler notamment 2000 entreprises. Alors là, encore une fois, l'impact économique est difficile à chiffrer, mais selon une nouvelle étude du Centre de droit et d'économie du sport publiée en mai, les Jeux Olympiques et Paralympiques pourraient générer entre 6,7 et 11,1 milliards d'euros de retombées économiques entre 2018 et 2034 pour Paris, mais aussi pour la région Île-de-France. Alors au-delà de la rentabilité purement financière, qu'apportent par ailleurs ces JO? Eh bien, les Jeux Olympiques ont surtout permis d'accélérer des travaux d'infrastructures prévus depuis longtemps, comme les transports, avec le prolongement de plusieurs lignes de métro, dans la ligne 14 et la ligne 11, qui relient beaucoup mieux Paris aux villes périphériques. On peut aussi citer la construction de la piscine olympique à Saint-Denis, la rénovation du Grand Palais, ou encore le fait qu'on puisse se baigner dans la Seine. D'ailleurs, les Jeux Olympiques de Barcelone de 1992 sont souvent cités comme un exemple réussi de développement urbain et de revitalisation économique, puisque les investissements massifs qui ont été réalisés dans les transports, les équipements sportifs ou encore la rénovation urbaine ont totalement transformé la ville et ont attiré de nombreux touristes et d'investisseurs pendant les années après les JO. A contrario, les Jeux de Rio au Brésil ont été critiqués pour leurs coûts élevés et leurs retombées économiques limitées. En fait, plusieurs infrastructures construites pour les Jeux, comme certains stades, ont été sous-utilisées après l'événement et il y a eu peu d'impact durable sur l'économie locale et surtout des problèmes de dette et de maintenance des infrastructures. Ce qu'on peut dire sur les Jeux de Paris, c'est
qu'il y a eu quelques travaux, mais finalement, il y a eu très peu de nouvelles constructions. 95% des infrastructures pour les Jeux étaient déjà existantes ou sont temporaires. C'est le cas par exemple de l'installation Place de la Concorde ou sur la Tour Eiffel. Pour vous donner une idée, il y a 10 fois moins d'équipements construits à Paris que pour les JO de Londres en 2012. Justement, quel a été l'impact global des Jeux Olympiques sur les anciens pays hôtes ? Eh bien, selon une étude de l'Institut Asterès, un cabinet de conseil indépendant dans le domaine économique, les pays organisateurs n'ont pas connu de stimulation économique notable. En fait, selon les économistes Robert Bade et Victor Mattesson, qui ont écrit une tribune dans le journal Le Monde, la dérive des coûts des JO et l'insuffisance des retombées économiques dissuadent de plus en plus de villes de présenter leur candidature pour accueillir l'événement qui devient en fait de plus en plus cher. En réalité, les JO devraient soutenir la croissance française pendant l'été, mais l'effet ne sera pas vraiment durable selon les Échos. L'INSEE va aussi dans ce sens et estime qu'en prenant en compte la vente des billets, les droits audiovisuels et les retombées sur le tourisme, les JO soutiendraient la croissance du PIB français à hauteur de 0,3 points au troisième trimestre 2024, donc pendant les mois de juillet, août et septembre, mais pas forcément au-delà. Le PIB correspond à toutes les richesses d'un pays produites en un an. Alors les calculs sont difficiles à prévoir, une analyse post-JO des coûts réels de ces jeux sera donc plus intéressante et fiable, mais ça me semblait quand même intéressant d'évoquer ces quelques éléments d'analyse pendant les jeux aussi. Alors avant de passer aux actualités en bref, je voulais revenir sur cette info qui concerne les JO. L'épreuve masculine de triathlon, qui devait avoir lieu ce mardi matin, a été reportée à mercredi. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs des JO seulement quelques heures avant l'épreuve. En fait, la qualité de l'eau de la Seine reste trop polluée après les pluies de vendredi et de samedi dernier. Et si dans les prochaines heures, la qualité de la Seine reste insuffisante, il sera possible de reporter l'épreuve au vendredi 2 août. Mais si vendredi, l'eau est toujours trop polluée, le triathlon sera transformé en duathlon. Concrètement, les athlètes n'auront plus l'épreuve de natation, mais seulement celle de la course à pied et du cyclisme. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Une personne a été tuée au Venezuela, un pays d'Amérique du Sud, lors de manifestations ce lundi suite à la réélection du président vénézuélien Nicolás Maduro. On vous en parlait hier, Nicolás Maduro a été officiellement réélu ce dimanche selon le Conseil national électoral vénézuélien. Mais sa victoire est remise en question par l'opposition qui dénonce des irrégularités dans le compte des voix, mais aussi par la communauté internationale qui émet des réserves sur sa victoire. Alors suite à cette réélection, de nombreuses manifestations ont eu lieu à Caracas, la capitale vénézuélienne, mais aussi dans d'autres villes du pays. Les manifestants ont notamment appelé Nicolás Maduro à rendre le pouvoir. Et donc je vous le disais, une personne est morte dans les manifestations et au moins 46 autres ont été arrêtés selon l'ONG vénézuélienne Foro Penal. Deuxième actu, en Angleterre, 3 enfants ont été tués dans une attaque au couteau ce lundi dans une école de danse dans le centre-ville de Southport, près de Liverpool. 8 autres enfants sont blessés, dont 5 se trouvent dans un état critique et 2 adultes sont eux aussi dans un état grave. L'individu suspecté, un homme de 17 ans, a été arrêté et placé en détention. La police britannique a écarté la piste terroriste, mais les motivations de l'assaillant restent incertaines pour le moment. Troisième actu, les États-Unis ont annoncé ce lundi une nouvelle aide d'1,7 milliard de dollars à destination de l'Ukraine. Ce montant inclut environ 200 millions de dollars d'équipements qui seront pris sur les stocks militaires américains déjà existants et le reste sera commandé à l'industrie de la défense, donc fabriqué spécialement pour l'occasion. Parmi les armes qui seront fournies par les États-Unis, il y aura des munitions anti-aériennes et des obus d'artillerie réclamés par l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit sur X extrêmement reconnaissant envers Joe Biden, le Congrès américain et les Américains pour leur aide. À noter que les États-Unis sont le premier soutien militaire de l'Ukraine face à l'invasion russe. Quatrième actu, aux États-Unis, l'État de l'Iowa a interdit ce lundi l'avortement après 6 semaines de grossesse. Il s'agit du 18e État américain sur les 50 existants à restreindre totalement ou quasi totalement l'avortement. Alors plus précisément, cette nouvelle loi interdit l'avortement à partir du moment où un battement du cœur est détecté, c'est-à-dire autour de la 6e semaine de grossesse. Elle prévoit des exceptions en cas de viol, d'inceste ou quand la vie de la mère est en danger par exemple. En France, l'avortement est autorisé jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse. Cinquième actu, plus de 260 cas de violences sexuelles ont été recensés entre avril 2023 et février 2024 à Khartoum, la capitale du Soudan, selon l'ONG Human Rights Watch qui a publié un nouveau rapport ce lundi. Alors pour vous remettre dans le contexte, en avril 2023, une guerre a éclaté dans ce pays situé au nord de l'Afrique entre 2 camps. L'armée fidèle au général Fatah al-Burhan, qui est au pouvoir depuis le coup d'État d'octobre 2021, et les forces de soutien rapide, une milice menée par Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti. Et donc dans son rapport, qui a été établi à partir des témoignages d'une quarantaine de soignants et acteurs de terrain, l'ONG accuse les forces de soutien rapide de commettre des
des actes de violence sexuelle généralisés à Khartoum, des actes qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le rapport parle de viols collectifs, de mariages forcés de femmes et d'enfants, mais aussi de potentiels cas d'esclavage sexuel. Ces violences touchent principalement des femmes et des filles âgées de 9 à 60 ans. Et on finit avec cette actu, le footballeur Kylian Mbappé s'apprête à devenir le propriétaire du club de football de Ligue 2 Stade Malherbe de Caen, selon une information du Parisien confirmée par l'équipe. Concrètement, il va devenir l'actionnaire majoritaire du club à hauteur de 80%, ce qui correspond environ à 20 millions d'euros. L'autre actionnaire qui finance donc les 20% restants, c'est Pierre-Antoine Capton, un producteur, chef d'entreprise et homme d'affaires français. Mbappé avait failli signer dans ce club lorsqu'il avait 13 ans avant de finalement choisir l'AS Monaco. En tout cas, avec cet achat, Kylian Mbappé devient donc à 25 ans l'un des plus jeunes propriétaires d'un club de football professionnel en Europe. Comme on vous le disait, cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Decathlon qui est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 cet été. Et à cette occasion, Decathlon a créé un grand espace en plein air, gratuit et ouvert à tous dans le parc de la Villette à Paris, le Decathlon Playground. Vous pourrez y retrouver plusieurs activités consacrées au sport, comme des compétitions retransmises sur grand écran, des démonstrations et initiations sportives, et vous pourrez y voir du basket, du foot ou même du breaking. Et ce n'est pas tout car il y a aussi toute une expérience culturelle avec des performances artistiques ou encore des DJ sets tous les jours. Alors si vous cherchez des activités à faire cet été, c'est ouvert tous les jours de midi à 22h jusqu'au 10 août et de midi à 23h pour leur dernier jour le 11 août. Vous pouvez retrouver tout le programme dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté ces actus du jour. Hugo revient demain, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à bientôt.